et à tous. Donc nous allons vous parler aujourd'hui de deux maladies qui sont liées, l'artérite à cellules géantes et la pseudopolyarthrite rhizomélique. Ces maladies sont donc l'item 195 et sont liées à un certain nombre de situations de départ, notamment des amaigrissements, des douleurs de la région lombaire, hyperthermie, fièvre, raideur articulaire, douleur d'un membre, douleur du rachis, myalgie, très lié à céphalée, parfois anomalie de la vision dont c'est une complication, des douleurs cervico-pharyngées et des douleurs pharyngées. C'est constamment associé à un syndrome inflammatoire, aigu ou chronique, et une élévation de la CRP. Et c'est une maladie qui est traitée par corticoïdes et qui donc doit faire connaître l'item 251. Alors, je vous ai mis en rouge la définition. Les définitions en rouge sont des définitions de rang A. Les définitions en bleu, et ce sera dans le texte en bleu, sont des définitions de rang B, donc importantes pour le choix de la spécialité que vous allez faire. Alors, qu'est-ce que sont ces deux maladies? Donc déjà, il faut savoir qu'elles sont très volontiers liées. L'artérite à cellules géantes, donc, c'est une maladie qu'on appelle une vascularite, c'est-à-dire une inflammation des vaisseaux. Et ce qui est touché dans cette artérite à cellules géantes, qu'on appelle aussi maladie de Horton, ce sont les gros vaisseaux. Et essentiellement, mais pas que, les vaisseaux à destinée cervicale et cérébrale. Cette maladie n'existe que chez les gens de plus de 50 ans. Elle a un pendant qui s'appelle la maladie de Takayasu, qui existe chez les personnes de moins de 50 ans. La PPR, autrement dit pseudo-polyarthrite rhizomélique, c'est un rhumatisme qui touche essentiellement les bourses articulaires et qui va donner des douleurs de rythme inflammatoire touchant les 4 membres et dans leur portion proximale. Donc c'est un rhumatisme rhizomélique et qui lui aussi n'existe que chez les personnes de 50 ans. Il y a à peu près chez les personnes qui ont une maladie de type Horton ou artérite à cellules géantes, environ 50% des patients qui ont associé une pseudo-polyarthrite rhizomélique. Alors c'est une maladie relativement fréquente en France métropolitaine, donc chez les métropolitains d'origine. Vous voyez qu'il y a à peu près 10 cas pour 100 000 habitants chez les plus de 55 ans. C'est une maladie qui existe donc chez le sujet âgé, surtout après 60 ans, mais qui peut aussi exister après 50 ans, et qui au début, plus on est jeune, plus il y a de femmes. Et c'est une maladie qui est infiniment plus rare dans les populations d'origine africaine. Donc on en voit assez peu aux Antilles. Alors, quels sont les signes de l'artérite à cellules géantes? Alors, il y a des signes généraux, et les signes généraux, c'est très souvent une fièvre modérée, parfois aucun autre signe. Donc, devant une fièvre modérée au long cours, il faut savoir y penser, qui s'accompagne très volontiers d'une asthénie, et parfois uniquement d'un amaigrissement, d'une anorexie. Il y a des manifestations, et ça ne vous étonnera pas, céphaliques, c'est-à-dire touchant les cervicales, enfin plutôt le cou et la tête. Et la principale de ces manifestations, et on doit y penser chez quelqu'un de plus de 50 ans, c'est une céphalée. Ces maux de tête sont retrouvés dans 70% des cas dans les grandes séries d'artérite à cellules géantes. Bien entendu, c'est lié à l'atteinte inflammatoire des branches de l'artère carotide externe. C'est très souvent révélateur. C'est chez les gens qui ont déjà mal à la tête, un mal de tête, donc des céphalées inhabituelles, qui sont parfois directement sur la tempe, parfois occipitales. Elles sont réveillées par le contact du peigne et très volontiers, les gens ont du mal à dormir à cause de ces maux de tête. Et s'ils avaient des céphalalgies avant,
qui n'avaient rien à voir avec la maladie de Horton, eh bien, les céphalées apportées par la maladie de Horton vont être dites par le patient comme complètement différentes. Alors, il y a des urgences dans cette maladie, et notamment des urgences ophtalmologiques qui parfois peuvent arriver d'emblée. La première, et qui donne un risque de cécité et donc de gravité, c'est la neuropathie optique ischémique antérieure aiguë. Elle peut donner une amorose transitoire, unie parfois bilatérale, un scotome, c'est-à-dire une limitation de la vision de la partie centrale, donc on a une zone qu'on ne voit pas bien, et on va avoir dans la suite une baisse d'acuité visuelle qui est totale et irréversible. Alors le but du traitement, quand on suspecte une maladie de Horton avant qu'il y ait cette neuropathie, eh bien c'est de l'éviter, et donc d'éviter la cécité. Quand elle est déjà là, on va traiter rapidement, même en grande urgence, pour essayer de récupérer au moins une vision partielle dans 10% des cas. Quand on a le temps de l'envoyer au fond d'œil, parce que ça ne doit pas retarder le traitement, eh bien on voit un œdème papillaire. Et cet œdème papillaire, quand on laisse agir la maladie de Horton sans corticothérapie, ou quand malheureusement c'est déjà là, eh bien on va évoluer vers une atrophie optique. Le deuxième tableau moins fréquent, c'est la neuropathie optique rétrobulbaire aiguë. Donc qui dit rétrobulbaire dit postérieure, donc à fond d'œil normal, et moins souvent une occlusion de l'artère centrale de la rétine. On peut beaucoup moins fréquemment avoir une diplopie par des lésions ischémiques touchant les muscles moteurs, oculomoteurs de l'œil. On peut aussi avoir de façon beaucoup moins fréquente des accidents vasculaires cérébraux. Et normalement, vous savez qu'un accident vasculaire cérébral normal, je veux dire du fait d'une athérosclérose ou d'un embole, ne doit pas donner de syndrome inflammatoire. Donc, il faut savoir faire devant un accident vasculaire cérébral, et c'est fait aux urgences tout le temps, une CRP, mais on verra ceci un tout petit peu après. Il faut savoir aussi que quand on débute une corticothérapie dans une maladie de Horton, on a un risque majoré au début de la corticothérapie, pour lequel on verra, on propose généralement un anti-agrégant plaquettaire, notamment de l'aspirine. Le diagnostic en lui-même est très volontiers aidé par les signes dits temporaux, c'est-à-dire vous avez sur cette photo à droite l'artère temporale qui vous permet de la voir. Parfois cette artère temporale est saillante, indurée et inflammatoire. Parfois il y a en plus une abolition du pouls temporal. On ne le retrouve pas par rapport à l'autre côté. Et on peut avoir bien sûr des douleurs localisées au niveau de la tempe, notamment lorsque l'on touche. La claudication de la mâchoire est un signe qu'on retrouve assez fréquemment, et les gens vont décrire une douleur ou une faiblesse en mâchant au bout d'un certain temps, comme une claudication des membres inférieurs, qui fait qu'on va arrêter de mâcher. Ce signe est inconstant, mais il est intéressant et assez spécifique. Le signe du peigne va lui aussi voir des douleurs de type hémicranie, c'est-à-dire la moitié du crâne, et notamment déclenchée lorsque l'on se peigne ou lorsque l'on touche cette moitié du crâne, et ça peut devenir bilatéral. Donc c'est un signe intéressant. On peut avoir des atteintes des gros troncs artériels, notamment une inflammation de l'aorte, mais la plupart du temps, c'est tout à fait asymptomatique. Il y a aussi des atteintes des artères sous-clavières et axillaires qui peuvent donner un souffle, donc vous écoutez avec la partie la plus petite du stéthoscope, ou une asymétrie tensionnelle, mais qui est volontiers asymptomatique, ou là aussi donner une claudication d'un membre, comme dans la maladie plus jeune, qui touche les plus jeunes, la vascularite qui touche les plus jeunes, qui s'appelle la maladie de Takayasu, et qui arrive chez les moins de 50 ans. Voici au niveau d'une artériographie, vous voyez des lésions des carotides avec une limitation du flux vasculaire.
Le diagnostic se fait quand on a des gens de plus de 50 ans avec des céphalées. En premier, on va faire CRP, beaucoup plus que VS. Et puis si c'est élevé, on va donner une corticothérapie. Quand on a des douleurs de pseudopolyarthrite rhizoménique, à ces âges-là, on va là aussi faire une CRP, beaucoup plus qu'une VS. Si on a des signes allant vers le sens d'une maladie de Horton associée à une PPR, on va traiter et on fera une biopsie d'artère temporale assez rapidement. Si on a un syndrome inflammatoire associé à ces signes évocateurs de PPR, on ne fera pas de biopsie d'artère temporale, on traitera. Et parfois, on a une fièvre isolée et un syndrome inflammatoire isolé, donc je vous demanderai de vous rapprocher du cours syndrome inflammatoire.